Rebienvenue à tous et à toutes pour cet après-midi du vendredi 19 août. On a encore deux présentations de livres pour vous cet après-midi et la première concernera donc la production des éditions Boomerang, corpus secondaire. Alors hier, on vous a présenté un corpus plus jeune pour le primaire et aujourd'hui, on vous propose des ouvrages plus vieux. Vous allez voir, il y a vraiment des beaux ouvrages pour différents goûts. Comme hier, étant donné que Nicolas était notre hôte pour la rencontre de l'heure du dîner, c'est moi qui commence la présentation. Pour Boomerang, on laisse à Nicolas la chance de se reposer la voix et l'énergie un petit peu, manger une petite bouchée et il se joindra à nous en temps et lieu. Alors, plusieurs ouvrages à vous présenter dans le corpus plus vieux des éditions Boomerang. Des nouvelles collections aussi, des ouvrages parfois qui s'inscrivent dans des collections ou des séries et parfois des tomes uniques pour tous les goûts. Je vais commencer avec deux ouvrages qui sont peut-être un peu, je dirais, hors norme par rapport à la production régulière. C'est des ouvrages peut-être un peu plus pédagogiques, je dirais, sans que ce soit là, des livres vraiment là, à proprement parler pédagogiques. Mais ce sont les deux tomes Bêtes de scène de Martin Goujon. Alors, vous avez ici Bêtes de scène 9-14 ans et Bêtes de scène 11-15 ans. Le 11-15 ans, c'est le premier. C'est des scènes de commedia dell'arte à jouer. Et le deuxième, c'est l'absurdité au quotidien, scène comique à jouer. Il arrive parfois que dans les cours à différents niveaux, on veuille justement organiser des pièces de théâtre, donc monter des extraits de pièces de théâtre, aussi aborder ce genre littéraire, qui est un genre qu'on voit quand même beaucoup moins dans la littérature jeunesse. C'est rare qu'on a des ouvrages en théâtre qui sont publiés. Il y en a un petit peu, mais pas énormément. Et ces deux ouvrages-là viennent un peu combler ce besoin-là, ce manque-là dans la production régulière. Ils ont été pensés tous les deux par Martin Goujon. Donc, il ne s'agit pas de recueil de scènes existantes. Il s'agit de scènes de théâtre qui ont été créées, écrites spécifiquement pour répondre à des objectifs soit d'apprentissage ou pour monter des pièces. Martin Goujon, c'est un créateur multidisciplinaire qui a été formé comme comédien, qui a pris part à plus de 30 productions théâtrales. Vous allez pouvoir le voir ici à l'endos. Puis, on nous explique que dans le fond, justement, il a remarqué dans sa pratique à plusieurs reprises que les enseignants étaient à la recherche d'extraits de théâtre et que les extraits devaient répondre à plusieurs critères spécifiques. Par exemple, avoir autant de personnages garçons que de personnages filles, avoir ce genre de figure de style, avoir ce genre de personnage qui était représenté. Et donc, avec toutes ces petites contraintes-là, qui créaient peut-être un petit peu de déception, là, des fois, les gens n'arrivaient pas à trouver l'extrait de théâtre spécifique qu'ils cherchaient. Bien, il s'est dit, hey, pas plus fou qu'un autre, moi, je vais les écrire. Je vais les écrire, ces extraits-là. Surtout, en début d'ouvrage, on a une section d'introduction où on nous explique, premièrement, qu'est-ce que c'est la commedia dell'arte? Alors, la commedia dell'arte, prononcée dell'arte, est née en Italie vers le milieu du 16e siècle. Il s'agit d'un théâtre improvisé à partir de canevas, c'est-à-dire que les comédiens inventent des dialogues autour de scénarios préconçus. La plupart des personnages sont masqués, à l'exception des amoureux. Dans ce type de théâtre, nous retrouvons de nombreux numéros d'acteurs que nous appelons lasis. Un lasis est une action que l'on exagère jusqu'à en faire un numéro comique. Par exemple, Harlequin avale une mouche qui lui chatouille l'estomac. Il tente de la faire sortir de toutes les manières possibles jusqu'à ce qu'elle se fraie un chemin par les voies naturelles en émettant un petit son à 3 lettres. Donc, c'est vraiment très clairement expliqué en peu de mots, donc pour qu'on saisisse rapidement les différents concepts. Et ensuite, on nous explique une section sur le masque. En quoi est-ce que le masque est important dans la commedia dell'arte? Les principaux personnages qu'on va retrouver dans les scènes. Alors, on va retrouver Harlequin, le docteur, Pantalon, le capitaine, les Annies, Isabelle, Colombine,
Puis là, il nous indique: j'ai choisi de m'attarder à ces personnages de la Commedia dell'arte, mais il en existe de nombreux autres. Je me suis également amusée à féminiser certains d'entre eux. Par exemple, dans la scène L'école, on trouve Madame Pantalon, Madame Docteur et Harlequin. Les rôles peuvent donc être attribués selon la personnalité des acteurs plutôt qu'en fonction de leur genre. On nous donne des exemples d'échauffement qu'on peut faire avant de commencer à faire les répétitions. Comment incarner l'émotion dans le corps, comment utiliser le regard masqué. Et après ça, on a des scènes. Donc, je dirais au total, là, peut-être une dizaine, 10 à 12 scènes qui peuvent être jouées. Chacune des scènes fait 2 à 3 pages. Vous avez donc les dialogues et en gris ici, vous pouvez voir là, les didascalies, les moments où on a de l'information qui nous est donnée. On nous donne aussi au début les personnages, les accessoires, etc. Le deuxième ouvrage, ben, c'est l'équivalent, mais avec le théâtre de l'absurde. Je vais le montrer plus longtemps. Là, des fois, je sais qu'on bouge beaucoup. Hier, en réécoutant un peu nos conférences pour faire le découpage, j'ai pu voir que des fois, on monte les couvertures comme ça. Alors, je vais prendre le temps de me poser. Donc, les personnages ici, on nous explique à ce moment-ci, là, plutôt les spécificités des scènes absurdes. On nous explique aussi au début, il y a un avis aux enseignantes et aux enseignants. Donc, si vous faites des photocopies pour vos élèves, merci d'en faire la déclaration à copie-bec. Puis pour les représentations devant public, on nous indique: nous sommes très heureux que les pièces de notre collection soient jouées devant public. Nous vous demandons toutefois de remplir au préalable un formulaire de déclaration de représentation d'une œuvre dramatique en milieu scolaire, etc., etc. C'est quand même rare que l'information soit donnée au début de l'ouvrage. On peut remercier les éditions Boomerang de nous avoir expliqué comment faire, parce que ce n'est pas à chaque fois qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Puis on se retrouve sans doute à avoir toutes sortes de pièces de théâtre qui sont jouées dans toutes sortes de lieux sans que personne soit mis au courant que la pièce est jouée. Ce n'est pas la meilleure pratique. Alors, merci de respecter ces pratiques-là. Cela dit, vraiment, 2 ouvrages de référence là, qui pourront vous appuyer pour vos représentations théâtrales. Après, bien sûr, on peut faire écrire à la manière d'une pièce de théâtre. On peut aller explorer d'autres genres de pièces de théâtre. Donc, il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire autour de ça. Faire la lecture à voix haute, c'est une bonne façon peut-être aussi de commencer les activités de lecture à voix haute avec le théâtre, donc en attribuant les rôles à chacun des élèves. Ça peut aussi des fois, on a parlé tantôt de la poésie, en disant que des fois la poésie, c'était comme le squelette. Mais dans la pièce de théâtre, des fois aussi, il y a ça. Hein, c'est vraiment épuré, il y a moins de descriptif, il y a moins de chair autour de l'os dans certaines propositions. Donc, pour des lecteurs qui ont envie d'aller droit au but, ça peut être une lecture très stimulante et très encourageante. Alors voilà pour ce qui est de la pièce de théâtre. Ça faisait un bon lien, je trouvais, avec notre invité précédent qui allait monter sur les planches dans quelques instants. Je me suis dit, mais on va commencer avec ça. Allô, Nicolas, tu viens de te rejoindre à nous. Tu as pu te restaurer un peu? Parfait. Écoutez, il fait chaud, il paraît, aujourd'hui. Hein? En tout cas, moi, je suis à Montréal, mais je suis dans mon sous-sol, puis dans mon sous-sol, il fait froid. C'est humide, puis il fait froid. Et Anne fait signe qu'elle aussi. Mais à ce que j'ai entendu dire, puis en fait, je suis sortie un petit peu tantôt, 1 minute, il fait chaud. Ça me met dans l'esprit des vacances, l'esprit du road trip. Y a-t-il quelqu'un qui partirait avec moi en road trip? Avec moi ou pas, là, avec quelqu'un d'autre. On part en Westphalia en road trip. Avant de parler d'un Westphalia, parce que vraiment, on va pouvoir, vous allez voir, là, j'ai de la suite dans les idées. Avant de parler du Westphalia et du road trip à Westphalia, moi, je vais vous parler du road trip aux îles de la Madeleine. En fait, du voyage. On va dire le voyage aux îles de la Madeleine parce que c'est un avion trip là, aux îles de la Madeleine avec la série Rookie. Donc, ici, c'est le tome 1 aux îles de la Madeleine. C'est un texte de Marie-Ève Blanchard. Marie-Ève Blanchard, elle est connue pour être une grande voyageuse et pour faire, entre autres, là, des ouvrages de voyage, des ouvrages, des guides de voyage. Donc, elle est connue pour publier des textes à ce sujet-là. Mais Marie-Ève Blanchard, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle voyage souvent avec sa fille. Et elle a donc pensé à cette série qui est inspirée de sa fille et des voyages qu'elles font ensemble. Puis l'idée, c'était de faire une série d'ouvrages
celui-ci se passe au Québec, mais les prochains tomes se passeront dans d'autres régions du monde. Là. Ça ne va pas être seulement des ouvrages dans des régions du Québec. Au cours desquels Rookie, donc la jeune fille, part en voyage, découvre un territoire et doit résoudre une énigme, doit trouver la solution à une énigme. Dans ce cas-ci, l'énigme est glissée par son grand-père dans son bagage. C'est l'occasion pour l'autrice de nous faire part de sa passion pour le voyage. Parce qu'au travers des descriptions des lieux, au travers des aventures vécues par Rookie, on apprend à connaître les spécificités du territoire. On va apprendre des choses sur l'alimentation et les chasses et les pêches, par exemple, entre autres là, dans les îles de la Madeleine, sur la pêche. On va apprendre des éléments sur le paysage, sur les distances entre les lieux. Il va y avoir toutes sortes d'informations, je dirais, documentaires, d'informations guides de voyage, transmises par le biais de la narration en fiction. Quoi de mieux qu'un extrait pour vous faire saisir le descriptif. Chapitre 10, Impression de bout du monde. « Regardez » crie le capitaine Leblanc, en tentant de parler assez fort pour enterrer le bruit du moteur, tout en pointant devant lui. Ils sont en bateau. Aux abords des grandes falaises de l'île d'Entrée, des milliers d'oiseaux virevoltent au-dessus de l'eau. Rookie agrippe de petites jumelles afin d'observer de plus près ce fabuleux ballet. Tandis que les colonies d'oiseaux marins sont accrochées aux corniches rocheuses des falaises, d'autres tournoient tout autour. Le capitaine Leblanc coupe le moteur. Doucement, le Zodiac se met à ballotter tandis qu'un piaillement incessant se fait entendre. Nous avons plus de 300 espèces d'oiseaux sur le territoire des îles de la Madeleine. Ici, on voit surtout des mouettes tridactyles, des grands cormorans, des cormorans à aigrettes et des guillemots à miroir, explique-t-il. À côté du pneumatique, un oiseau disparaît de la surface de l'eau et en ressort une minute plus tard, un peu plus loin. Il a le dos complètement noir, le ventre blanc et un bec noir avec une rayure transversale blanche. Il y en a-tu qui savent c'est quel oiseau? Le dos noir, le ventre blanc, une rayure transversale blanche près du bec. « On dirait un pingouin !» s'exclame Rookie. C'est effectivement un oiseau de la même famille, confirme le capitaine. Il s'agit d'un petit pingouin. Je vais faire tranquillement le tour de l'île jusqu'au quai. Elle n'est pas bien grosse, à peine 7 km². Vous allez pouvoir observer les oiseaux, puis découvrir l'île. Vous allez voir, on s'y rend par la mer, mais on la découvre à pied. Et au début de l'ouvrage, comme je vous le disais, le grand-père de Rookie a glissé dans son bagage une énigme à résoudre. Et là, je me suis pas mis de petits messages, donc je vais essayer de retrouver l'énigme. C'est au fil de ses découvertes sur les îles de la Madeleine que Rookie va être en mesure de trouver la résolution de l'énigme. Alors, écoutez bien ça. Je fais apparaître des moutons et je fais danser. Je me déplace sans pied et pourtant, je peux en être un. Je peux être une fleur ou un instrument. Je suis au goût du jour et j'ai connaissance de. Qui suis-je? Je vais la relire. OK, je vais la relire parce que là, hein, quand on connaît le chemin de Montréal à Québec, c'est moins long de revenir de Québec à Montréal. Je fais apparaître des moutons et je fais danser. Je me déplace sans pied et pourtant, je peux en être un. Je peux être une fleur ou un instrument. Je suis au goût du jour et j'ai connaissance de. Qui suis-je? Peut-être que vous avez des connaissances sur les îles de la Madeleine. Je vais vous donner un indice. La réponse, c'est presque un personnage aux îles de la Madeleine. Je ne dirai pas plus, mais là, vous allez falloir le lire. Puis moi, je me suis fait prendre au jeu au fil du roman. Je lisais le roman, puis j'étais comme, ça va être quoi? Ça va être quoi la réponse? Puis là, j'avais des idées parce que j'avais, tu sais, malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion encore d'aller aux îles de la Madeleine. Mais je me disais, ça pourrait être bon. J'avais des idées quand même parce que j'ai déjà entendu parler des îles et tout ça. Et à un moment donné, j'ai pas mal trouvé, mais on approchait de la fin.
Vraiment, ça peut être une quête amusante à faire avec les élèves. Puis, comme je vous dis, il y aura d'autres tombes. Si mon souvenir est bon, je crois qu'il y aura un tombe en Amérique du Sud. Bref, il y a plusieurs tombes qui sont en réflexion, là. Alors, une belle série à découvrir pour voyager rookie en cavale. Nicolas, est-ce que c'est trop tôt pour que je te cède la parole pour l'autre ouvrage voyageur? Oh, ton micro. On saute un peu dans l'âge du lectorat. Ben, quoique, c'est selon votre cohorte de lecteurs de l'année. Mais aussi, Nicolas, si tu permets, c'est selon l'objectif. Tu sais, rookie en cavale, il y a beaucoup d'apprentissage, mais ça peut être aussi vraiment une lecture de plage. Peu importe l'âge, tu t'installes là tranquillement, une lecture, ça peut être la plage en classe, là, on allume une grosse lumière, puis on se met une serviette, puis on s'installe confortablement. C'est une lecture qui est peut-être plus légère, mais bienfaitrice, je dirais. Bienfaisante. Ça serait mieux de dire bienfaisante. Ben, tu as tout à fait raison. Puis les voyages, parfois, réservent des surprises. Alors, je vous présente le livre. Il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pierre-Luc Fontaine, et c'est le tome 1 qui s'appelle Ouverture éclair, d'une série que vous voyez qui va s'appeler Dans l'Ouest. C'est très glacis, hein, donc il y a des reflets. Pierre-Luc, c'est lui. C'est un comédien, peut-être là, vous le reconnaissez, puis il prête sa voix. C'est la voix de King Trot, de Richard Petit, là, le livre, par exemple. Donc, c'est la voix de plusieurs personnages rigolos, puis il est bon dans ce qu'il fait. Cette fois-ci, par contre, c'est un peu moins rigolo pour Loïc, qui a 14 ans. Son grand-papa décède. C'est jamais drôle. Papy Georges. Puis, il lègue aux membres de sa famille pas une scène, bien peu de choses. Une boîte de photos, une vieille carte géographique, un pendentif, une boîte de cossins, mais qui va être très importante, et son vieux Westphalia 1975 qui devait, j'ose croire, qu'ils ont été assez, bon, ressembler à ça. Donc, Loïc, qui se dit, Westphalia, tu sais, même quand ils reçoivent le Westphalia, même si tu n'es pas encore en voyage, on s'entend que quand il arrive dans le cours, tu vas aller coucher dedans une nuit, là, quand tu es en tout cas. Donc, c'est ce qu'il fait. Et puis, dans la Westphalia, il y a quelque chose d'étrange, en fait. Il trouve une carte, une autre carte, pas celle géographique, laissée par son grand-père. En fait, Loïc, et là, je vais le lire, ça va être plus beau que si je la page. Loïc se tourne sur le siège, il étire le bras et parvient à mettre la main sur la boîte de cossins, justement, qu'on avait laissée dans le Westphalia, qui se trouve derrière lui. Il la grippe et la fait glisser jusqu'à lui, puis il se contorsionne quelque peu, attrape la loupe qu'il a vue plus tôt et observe attentivement la photo, puis il se dit, voyons donc. Son père qui passait, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, c'est parce que regarde sur la photo, papy a écrit, puis son père l'interrompt, il disait, oui, mais papy écrivait tout le temps les dates, tout le monde écrivait, quand on faisait des photos, on écrivait tout le temps la date, ou souvent le mois et l'année, pour se rappeler. Il dit, ouais, mais pourquoi papy a écrit bonne chasse, Loïc, sur cette photo-là? Quoi? Là, son père prend la photo. Il dit, c'est parce que papy disait toujours ça pour annoncer le début d'une chasse au trésor, parce qu'il était friand des chasses au trésor. Il dit, je le sais ça, mais ça me surprendrait vraiment que ce soit écrit ça ici, parce qu'il ne connaissait pas en 75. Papy est né en 51, alors il devait avoir 24 ans quand il a pris cette photo-là. Là, il regarde la photo encore, à cette fois, il prend la loupe. Il n'y a aucun doute possible, c'est bel et bien écrit. Bonne chance, Loïc, noir sur blanc. Oui, c'est vraiment écrit ça, c'est bizarre. Comment papy pouvait savoir à ce moment-là que je m'appellerais Loïc? Est-ce qu'il y avait un autre Loïc dans son entourage? Son père, il dit, regarde, il n'y avait pas d'autre Loïc dans son entourage, mais ça ne devait même pas être un prénom bien populaire dans les années 70, il dit, je ne comprends pas. Les mains tremblantes, Loïc retourne la photographie, craintif de ce qu'il pourrait découvrir au verso.
Et là, au stylo bleu, 5 petits mots inscrits à la main viennent bouleverser son existence. Derrière la photo, Papy a écrit « Petite visite à moi-même ». Petite visite à moi-même. Une visite à moi-même. Loïc, ouvrant la bouche et écarquant les yeux, il se garde toutefois de dévoiler à son père sa découverte. Comment est-ce qu'on peut se rendre visite à soi-même? C'est vraiment étrange. Puis il repense à la phrase que Lucien, celui qui avait légué la discussion, a prononcée en lui tendant l'enveloppe, puis il lui avait dit « Je l'ai connu, ton grand-père. Puis ça, mon grand, c'est le début de ton aventure. » Puis il lui a tendu l'enveloppe. Armé de sa lampe de poche, Loïc éclaire encore plus l'intérieur du Westphalia. Dehors, la pluie frappe bruyamment le toit au-dessus de sa tête. Quand l'adolescent a appris que le toit du West pouvait s'ouvrir et qu'un lit se trouvait dans ce qui s'appelle le pop-up, il a tout de suite demandé à ses parents la permission d'y dormir le soir même. Loïc éclaire le toit, il agrippe la poignée noire, il déverrouille le dispositif qui maintenait le pop-up fermé, il grimpe sur la boîte de photos et pousse sur le toit qui se soulève tranquillement. Et là, il part en voyage, mais dans un voyage temporel parce qu'il va découvrir une boucle temporelle qui peut juste être prise à travers la Westphalia. Et là, dans la boîte à cossins, il y a des cossins avec, par exemple, une note où il était écrit K-E-B-E-C avec une série de chiffres. Fait Québec, puis des coordonnées. Là, il se demande c'est quoi. Il y a un voyage temporel qui va justement l'amener à Québec, il y a vraiment longtemps. Mais s'il retourne où son grand-père a déjà été, puis il peut aller dans le temps, est-ce qu'il peut tomber nez à nez avec son grand-père quand son grand-père était plus jeune? Fait que le rendre une visite à moi-même, à qui ça s'adressait, ce qu'on a lu dès le début du livre, c'est fascinant. Les voyages, bon, premièrement, c'est une chasse. Hein? C'est une chasse pour découvrir quelque chose parce que Papy était friand de ça. Loïc, il va tout le temps ressortir la vieille carte de son sac, puis là, il promène ses doigts sur le papier jauni, il repère la ville de Montréal, puis là, près de ce qui doit être la ville de Longueuil, il trouve une inscription Armstrong. Papy devait rencontrer Armstrong. Mais de qui il parle? Neil Armstrong, Lance Armstrong, Lou Armstrong, là, ça dépend, on va aller dans... On apprend beaucoup sur l'histoire, sur les personnages, mais d'une manière fantastique, complètement fantastique. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit très attentif pour savoir comment voyager dans le temps. Et m'emmener, si la Ouest commence à voyager, puis c'est vieux, une Ouest, mettons qu'elle fonctionne un peu moins, est-ce que tu as intérêt de grouiller rentrer chez vous à ton époque? Sinon, tu peux rester coincé. Alors, tout ça part à cause de ce foutu objet. Le médaillon de Papy. Et je n'en parle pas, mais il est dans Westphalia. Alors, pour vrai, Pierre-Luc Fontaine, sa courte biographie dit l'écriture lui procure ce même plaisir que fasciné par les voyages temporels, il rêve de trouver un portail dans un vieux Westphalia un jour. Alors, qui sait, il a écrit son souhait, parfois les souhaits deviennent réalité. Alors, voilà pour ce qui est. Si tu veux, je vais poursuivre avec un roman qui va nous faire voyager encore parce qu'on est dans le fantastique. Cette fois, ce n'est pas un médaillon qui va être étrange, ça va être une inscription sur un livre. Et voici le livre. La série s'appelle « La vie inattendue de Tom Riley ». En fait, le tome 1 s'appelle « La révélation ». Comme Loïc, Tom a 14 ans. Et ça, je vais vous dire, des fois, on fait le choix que le personnage a 14 ans parce qu'il est entre les deux. Un bon lecteur de 12-13 ans, ça peut l'être, jusqu'à... Je veux dire, c'est un âge médian, je trouve, dans la littérature adolescente, puis je le vois souvent, cet âge-là. Tom Riley, il se réveille la nuit, ses parents sont disparus de la maison, une grande maison étrange là, qui grince. Ses parents sont disparus. En fait, ils ne sont pas disparus, mais lui, il se dit qu'ils sont morts.
Son oncle, il dit, « sont pas morts. » Il dit, « ben, sont où? » Il dit, « mais tu peux pas les voir. » Et il dit, « mais t'es sûr qu'ils sont pas morts? » Il dit, « non, mais ils sont pas ici. » OK. Son oncle n'a alors d'autre choix que de lui révéler la vérité. Alors, écoute, Tom, on va aller voir des amis, des gens que tes parents et moi connaissons bien. Ils auront sûrement des nouvelles de ton père et de ta mère, mais dans le prochain quart d'heure, il faudra être très, très prudent. D'accord? Et là, son oncle, il adopte un ton ferme en regardant son neveu droit dans les yeux, ce qu'il ne fait pas d'habitude parce que c'est un homme quand même assez doux. Mais il n'est pas capable de rester sévère. Donc, oncle Robert embrasse son filleul sur le front. Tom verse une seule larme et tous deux comprirent dans leur silence respectif qu'ils s'accordaient, à partir de maintenant, une confiance complète mutuelle. La porte de garage s'ouvre et l'imposante Mercury noire en sortit telle une panthère féroce rugissant dans la nuit. « Attention, gros chien, mon oncle! » lançant à la hâte un garçon. Son oncle qui dit « Merde, c'est pas un chien. » Puis là, je ne sais pas jusqu'où je peux aller. Okay. Une paire d'yeux luisants semblait les observer à une dizaine de mètres devant eux, à leur gauche, tout juste en dehors du rayon d'action de leur phare. Robert Riley préféra passer le plus loin possible de cette créature cachée dans les ténèbres, mais qui reste pourtant immobile. Il s'engage ensuite rapidement dans la rue en faisant crisser les pneus. En s'éloignant de la maison, il entrevit une dernière fois ses yeux mystérieux dans son rétroviseur. Au fond de lui, oncle Robert se doutait bien qu'il ne parviendrait pas à destination sans difficulté. Et ça, Tom, il commençait à le sentir de plus en plus. Donc, Tom, il dit, là, j'ai 3 questions. Hein, un jeune... C'est quoi le danger qui nous guette? Là, tout de suite. Où on va exactement? Et là, il crie, fait que je crie. Qu'est-il arrivé à mes parents? Il dit, c'est compliqué, Tom, et je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. On s'en va là où tes parents et moi travaillons. Tom, il dit, ben, c'est parce que vous ne travaillez pas au même endroit, vous ne travaillez même pas dans la même ville. Il dit, c'est pour ça que je te dis que c'est compliqué. Là, le pauvre de 14 ans, dans sa tête, parce que là, son oncle, il arrête de parler, il se concentre entièrement sur la route. J'achète. Il dit, mais qu'est-ce qui est si compliqué que ça à la fin? Insiste Tom. Son oncle soupire avant de poursuivre. Il dit, ton père et ta mère ne sont pas tout à fait des comptables. En fait, les parents sont des sortes de... L'oncle Robert voit sa phrase brutalement coupée par un énorme bang. Quelque chose venait de percuter la carrosserie de l'auto du côté du conducteur et Tom ne put s'empêcher de lâcher un énorme cri. J'arrête ici pour vous laisser découvrir l'histoire, mais je vais quand même vous parler de ce roman de fantasy en vous disant que le monde, il va apprendre, Tom, que le monde est peuplé de différentes créatures étranges qui sont protégées par l'agence. Puis l'agence, avec un M majuscule, c'est là que l'oncle et ses parents travaillaient en tant que traqueurs. Quand on traque dans la vie, ça peut venir avec quelques dangers. Mais quand il va rencontrer les autres traqueurs à l'agence, Tom, il va aussi apprendre qu'effectivement, ses parents ne sont pas morts, mais que c'est peut-être à lui qu'il revient le devoir de les retrouver et de les ramener à la maison sains et saufs. C'est le tome 1 de ce roman de fantasy qui est génial. Et ensuite, je vous ai dit que les jeunes ils regardaient souvent le nombre de pages dans un livre puis comment ils faisaient leur sélection de livres. Le fantasy, c'est un genre où les jeunes qui sont bons lecteurs aiment des gros livres, des histoires qui vont durer longtemps parfois. C'est le cas ici, mais les jeunes entre eux, si un jeune dans la classe lit ça sans qu'il ait à le lire parce qu'il a reçu un cadeau à Noël, puis qu'il dit à tout le monde comment c'est cool, ce sont le meilleur outil de marketing entre eux, les ados. Donc, dans la classe, pourquoi découvrir le goût des autres et faites-vous des palmarès par genre? Faites-vous ce mois-ci, on se fait un palmarès fantasy. Pas obligé d'avoir 10 titres comme partout. Ça peut être 5.
les 5 types de fantasy, puis imagine s'il y a plusieurs classes du niveau qui le font, puis m'emmener à la fin, ça peut être retrouvé, ça peut être archivé à la bibliothèque de l'école si la bibliothèque a la chance d'avoir une école. Et c'est toujours disponible pour des jeunes qui veulent venir faire des choix de lecture. Alors, je sais que c'est un peu élitiste des fois, mes idées, mais je vous le dis, ça prend, pas que ça prend de l'effort, c'est que ça prend ce qui manque à tout le monde, c'est un peu de temps. Mais ça, je pense, quand on choisit de travailler avec des... faut prendre pour acquis que des fois, il va falloir prendre un peu de notre temps. Surtout si on veut être out of the box, puis débloquer et développer le plaisir de lire. Anne-Marie, je te laisse continuer. Je riais, Nicolas, parce que tu as dit si la bibliothèque avait la chance d'avoir une école. Oh, le contraire! Mais n'empêche que, tu sais, on peut le voir dans ce sens-là aussi. Si la bibliothèque avait la chance d'avoir une école pour utiliser tous ces livres-là à bon escient, moi, je trouve que ça serait quand même une bonne façon de voir la chose. Puis je voudrais vous montrer le tome 2. Moi, je les trouve beaux, ces livres-là. Je trouve qu'ils sont réussis, sont attrayants, sont mystérieux. Il y a vraiment une aura de mystère. Je pense qu'on peut, dis-moi si je me trompe, Nicolas, mais on peut dire que ceux qui ont aimé Harry Potter, ce genre d'ouvrage-là, apprécieront Tom Riley, c'est-à-dire un personnage élu qui découvre, c'est vraiment le merveilleux, là, c'est que tu découvres que la vie telle que tu penses qu'elle est, ben, il y a autre chose, il y a un autre côté avec des créatures mystérieuses. Puis une activité qu'on pourrait faire peut-être avant même la lecture de cet ouvrage-là, c'est parce qu'il y a des Sasquatch là-dedans. À un moment donné, ils rencontrent des Sasquatch, ils rencontrent toutes sortes de personnages qui sont issus de l'imaginaire, en fait, qui font partie de notre imaginaire. Je dirais des imaginaires de différentes cultures, qui sont, en fait, Tom, il va se rendre compte qu'ils existent vraiment. C'est pas juste des légendes, là. Ils existent vraiment, mais ils sont cachés aux yeux du monde. Donc, on pourrait, avant de lire, questionner les enfants, savoir quelles créatures ils connaissent, de quoi ils ont déjà entendu parler. Peut-être que ça va dépendre de leur culture d'origine. Peut-être qu'ils ont des créatures imaginaires qui ne sont pas les mêmes que celles que vous connaissez, qui font partie de leur système de référence. Mais assurément, vous pouvez les questionner, voir ce qu'ils connaissent, puis après ça, peut-être même, une fois que vous découvrez l'ouvrage, que vous voyez que eux, les enfants, peuvent voir dans quel contexte, les enfants, mais les ados, là, peuvent voir dans quel contexte ces personnages-là sont mis en scène dans la fiction. Ben, après ça, vous-même, écrire un chapitre, par exemple, ou si eux vous ont parlé, là, je vais dire n'importe quoi, là, mettons, des dragons qui crachent du feu, n'importe quoi. Ça se peut qu'ils sortent tes dragons là, dans l'imaginaire. Bon, ben OK, maintenant, on écrit un chapitre où le personnage que Tom rencontre, c'est un dragon. Qu'est-ce qui arrive avec ce dragon-là? Est-ce que le dragon, il est bon ou il est méchant? Parce que les Sasquatch là-dedans, là, ce n'est pas nécessairement les méchants Sasquatch que vous pouvez imaginer, là. Donc, c'est aussi de réactualiser les personnages des mythologies, puis des légendes, puis des imaginaires dans un ouvrage de fiction. Mais c'est vraiment réussi. Franchement, Tom Riley, c'est haletant. Puis moi, j'ai lu seulement le premier tome pour l'instant et j'y pense souvent. Ça m'arrive souvent de repenser à cet univers-là, à ce monde-là, à qu'est-ce qui va arriver. Ça m'habite quand même comme univers, donc c'est bien réussi. Je vais poursuivre. Je vais garder peut-être pour la fin ce qui appartient davantage au roman miroir puis au roman réaliste là, et poursuivre pendant qu'on est dans l'imaginaire avec... ben, en fait, sais-tu quoi? Je regarde l'heure, je regarde notre horaire. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas, si on continuait dans la ligne un peu merveilleuse, qu'on abordait un roman d'un auteur qu'on n'appellera pas notre invité spécial aujourd'hui, Non, je sais ce que tu vas. mais qu'on va appeler notre auteur maison, on va dire ça. C'est bon, ça? On en a parlé hier. Donc, si vous étiez présent hier, on va reparler du roman Les mésaventures d'Ivanhoé, tome 1, Danger à brumes obscures de Nicolas Aumet, qui est ici présent avec nous aujourd'hui. Roman qui vient de paraître, qui vient tout juste de paraître. Et puis, aujourd'hui, ben, parce qu'on vous en a parlé un peu hier, donc on veut quand même aborder l'ouvrage avec un autre point de vue. Nicolas, on va aborder peut-être la question. Ben, je vais te demander évidemment de résumer ton ouvrage, mais peut-être qu'on pourrait parler aujourd'hui plus spécifiquement de la découverte des différents écosystèmes qu'on retrouve dans ton roman. Allons-y, en fait, merci.
C'est ça l'idée. Alors, bienvenue à Brume Obscure. Brume Obscure, c'est le nom de la ville où se passe l'aventure. Brume Obscure, c'est un endroit, c'est une ville mystérieuse. Tu ne sais pas vraiment où ça se situe dans le monde, c'est pas important, où le brouillard règne en permanence, sauf une fois par jour, de midi à 13 heures. Le brouillard va se lever, mais il revient tout de suite après. Les habitants de Brume Obscure, après tant d'années, ont l'habitude de savoir circuler dans la ville malgré le brouillard. Si tu ne viens pas de Brume Obscure, c'est pas si facile que ça. Et le problème, c'est que là, tu as des gens d'un peu partout qui viennent à Brume Obscure avec des camions polluants et des fusils et des filets. Parce qu'à Brume Obscure, il y a une forêt qui s'appelle la forêt sifflante, qui est une forêt de chênes, mais où les feuilles des chênes sont violettes. C'est une forêt bien particulière qui abrite, en fait, c'est le seul endroit au monde où on retrouve des apadous. Les apadous, ce sont des petites bêtes, je vais vous les montrer tantôt, qui ont une fourrure tellement douce et soyeuse que des gens de partout, sauf de Brume Obscure, viennent pour les chasser. Donc, j'allais dire des brocanteurs, des braconniers, pour justement les dépecer et vendre leur peau à des prix faramineux. Il y en a un qui veut s'enrichir plus que tout parce qu'il adore tout ce qui est fourrure et en fait tout ce qui pollue. Il s'appelle Saltype. Saltype va arriver dans la ville et il va se mettre ami avec le maire corrompu de la ville qui s'appelle Artus Putrus Purtas, qui essaye de convaincre en disant « Je vais te remettre une grosse somme d'argent si tu me promets deux choses. Tu t'arranges qu'on puisse assécher le marais pour que je puisse construire mon usine Pollutax qui pourrait créer des pots d'apadou, mais une usine super polluante pour faire ça. Mais il faut que tu me promettes aussi de me fournir des apadous pour pouvoir faire ça. » Le problème, c'est que le marécage de Brume Obscure est très particulier. C'est vraiment un marécage avec un écosystème qui se retrouve nulle part ailleurs au monde. On retrouve des hammocks, fait vraiment une végétation, là, que si vous allez voir des photos des marais, des marécages de Louisiane, je me suis vraiment inspiré de ça, où il y a une tortue alligator Nestor qui fait le même âge que son poids et elle pèse 97 kg. Et il y a surtout les habitants de Brume Obscure qui, eux, veulent à tout prix déjouer les plans du maire. Donc, le personnage principal s'appelle Ivanoé Savanti, un jeune garçon qui se promène tout le temps de nu-pied avec une salopette, puis des fois même pas de chandail, puis un genre de... Comment je peux dire? Tom Sawyer mélangé avec Huckleberry Finn, mais dans un marécage. Dans un marais, son meilleur ami, c'est Gibraltar. C'est un petit grillon qui est très particulier, qui va l'aider dans ses plans. Ivanoé a des talents, pas des pouvoirs, il y a des talents que les autres habitants de Brume Obscure n'ont pas, c'est-à-dire il va pouvoir rester un peu plus longtemps que les autres dans l'eau. Il peut se repérer mieux que n'importe qui d'autre dans le brouillard. Mais ses amis aussi ont des talents, comme une de ses meilleures amies, Frautine, qu'elle et la mère d'Ivanoé ont adopté depuis que ses parents ont été assassinés. Mais là, je ne vais pas tout dévoiler, là. Et sa meilleure amie, Smala, qui, elle a pas un talent, mais une certaine spécificité, c'est qu'elle est plus forte que les autres, même si c'en est un peu étonnant. Il y a des adultes aussi, les papous de Smala, Pollux et Pollux, qui sont gardiens de préserver l'écosystème et préserver le marais. Et il y a la mère d'Ivanoé, Loulou, qui, elle, a un talent spécial, c'est-à-dire qu'elle peut écouter, comme les autres ne peuvent pas, le vent qui souffle dans la forêt sifflante et les chênes, parfois, lui transmettent des messages. Évidemment, ces gens-là tiennent beaucoup à leur ville. Ils veulent tout faire pour à la fois déjouer les plans du maire et s'assurer que cette crapule ne revienne pas. Le problème, c'est que le maire veut l'argent de Saltype et le maire, Artus Putrus Purtas, a un homme de main qui s'appelle Furoncle, qui est dégueulasse. Là, tu le vois un peu ici. Furoncle, c'est un meurtrier sans scrupules qui est prêt à égorger tout le monde pour faire plaisir au maire. Et lui aussi se met beaucoup d'argent dans les poches parce qu'il les trouve tellement abrutis, les habitants de Brume Obscure, qui font tout pour préserver la nature, puis on s'en fout de la nature dans ce domaine-là. Donc, il va y avoir plusieurs péripéties. On va mettre de l'avant des machines excavatrices, des choses qui peuvent mettre en danger des écosystèmes. Donc, vraiment, tout ce qui est nature et écosystème est très présent.
les jeunes viennent souvent à bout de jouer les plans eux-mêmes, toujours avec soit le guide, le conseil des adultes qui tournent, qui sont autour d'eux et qui sont d'une grande bienveillance. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir, oui ou non? C'est à vous de le découvrir. Je vous lis un court extrait. Paniqués, les trois amis font demi-tour. Ivano et Savanti, Frauten et Smala n'ont pas le choix. Ils atteindront jamais la sortie de l'auberge avant de se faire prendre par Furon. Ils rebroussent donc chemin en remontant au pas de course l'escalier de l'établissement. À cet instant précis, la poignée de la porte d'entrée tourne et quelqu'un entre dans l'auberge. Sale type. Le richissime et orgueilleux personnage est vêtu non seulement d'un manteau de fourrure d'apadou illégalement abattu, mais le voici attriqué de bottes en peau d'apatou également. Furoncle le rejoint dans le hall d'entrée. « Monsieur Saltype, je pense que nous avons un petit problème. » Saltype qui éprouve une légère nausée à la vue de Furoncle, parce qu'il est franchement dégueulasse, le questionne. « Non, mais de quoi tu parles? Tout va bien selon moi. La transaction sera conclue sous peu et je n'aurai plus besoin d'Artus ni de toi. Brume obscure m'appartiendra et mon usine Pollutax connaîtra un succès planétaire. » Oui, peut-être, monsieur Saltype, mais je vous assure que j'ai le pressentiment que... Saltype lève une main indiquant à Furoncle de se taire. Il pose un pied sur l'escalier qui conduit à l'étage où se trouvent Ivanoé et ses amis. Ils sont cuits. À l'étage supérieur, l'auberge s'appelle l'Apadou brumeux, les trois compagnons savent qu'il ne leur reste que quelques secondes avant que Saltype se retrouve devant eux. Frantine pense d'abord à se cacher dans une chambre, mais elle réalise qu'elle ne pourra plus sortir de l'auberge sans risquer de tomber sur Saltype ou l'aubergiste, ou pire encore, Furoncle. Tout va bien. On va se faufiler jusqu'à temps qu'un des personnages, Gibraltar, le fasse « cri-cri, cri-cri ». Là, les enfants qui avaient été silencieux depuis le début, là, Furoncle tourne la tête et ce cri de grillon-là, il connaît très bien. Et si le grillon est là, c'est qu'Ivanoé est dans les parages. J'arrête ici. Donc, je fais découvrir vraiment la première aventure d'Ivanoé et de ses amis à Brume obscure. Je vous ai dit qu'il y avait des apadous, tout ça pour vous dire, oui, non, ça n'existe pas, mais on s'inspire dans la vie pour écrire. Puis je vais vous montrer de quoi je me suis inspiré pour faire un apadou. Et ça a le nom le plus chouette. Ça, déjà, si vous dites, à tous les jeunes à qui j'ai dit non, là, ils l'ont dit, mais peut-être un peu trop souvent. Et ça s'appelle un Dick-Dick de Kirk. Et un Dick-Dick de Kirk, c'est ça. Puis là, vous allez tout en vouloir un chez vous quand je vous dis que c'est petit. Ça ressemble à un mélange d'antilope et de chevreuil, mais c'est minuscule. En fait, ça fait partie de la famille des bovidés. Déjà, ce que je ne savais pas. Ça fait à peu près 35 cm de hauteur, 5-6 kg, donc on pourrait en avoir un à la maison, mais ça, c'est moi. Alors, il y a quelque chose qui va faire partie plus tard, mais je ne sais pas si vous voyez, mais les Dick-Dick, ils ont un toupette. Très court, mais ils ont un toupette. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils ont ça, et puis ben, on saura pourquoi dans le tome 2. Alors voilà, tout ça pour dire que j'ai un plaisir fou à écrire cette série, les personnages vivent dans ma tête. Et surtout, vous allez voir que ce n'est pas un livre qui va s'insérer dans d'autres collections chez Boomerang, comme Slalom et compagnie, Petit Slalom ou peu importe. C'est vraiment une série à part. Donc, chez Boomerang, ils sont en développement de collection. Et c'est une collection qui se distingue des autres de par, pas nécessairement... Ben, je trouve ça chouette, là, comment c'est présenté. Il y a du mot, il y a de la page, il y a quand même beaucoup de pages. On est au-dessus de 270 pages, mais c'est un langage, ben, je ne vais pas dire, ben, oui, que je considère quand même soutenu, considérant la ligne éditoriale jusqu'à présent de la maison d'édition, et j'en suis ravi. Et c'était d'ailleurs une demande de mon éditrice, Caroline, qu'on travaille là-dessus. Alors, je vous souhaite de belles lectures. J'imagine que vous aurez la chance de lire éventuellement. Anne-Marie? Oui, effectivement, comme tu as mentionné, le vocabulaire étant effectivement plus travaillé ou soutenu que dans certains autres ouvrages,
Mais juste repréciser ça avec toujours cette mise en page qui est assez aérée, qui peut permettre justement de prendre le temps de découvrir le vocabulaire. C'est-à-dire qu'avec les jeunes, on peut prendre le temps de lire un chapitre puis d'analyser les mots qui sont peut-être plus difficiles ou plus soutenus. Et on en a parlé hier. Moi, j'ai découvert ton roman avec grande joie, vraiment. Puis, je reprécise aussi des personnages forts, entre autres personnages féminins forts avec, je trouvais que Smala, c'est peut-être parce que je m'identifie, qui est forte, pas parce que je suis plus forte, mais qui n'a pas froid aux yeux aussi, qui va être la première à sauter par la fenêtre s'il faut sauter par la fenêtre en disant, il y a Advienne que pourra, donc qui prend l'initiative. Et avec ses papous aussi, réalité de famille avec 2 papas. Donc, c'est des petits clins d'œil qui ne font pas partie nécessairement de l'intrigue principale, mais qui sont présents. Et comme je l'ai mentionné aussi hier, j'apprécie beaucoup le fait que les parents fassent partie de l'aventure parce que les parents des enfants font partie de la gang qui vont essayer de sauver la mise. Ils vont avoir leur stratégie, ils vont avoir mettre l'épaule à la roue, finalement. C'est pas juste les enfants tout seuls qui réussissent à tout sauver, c'est tout le monde avec ses forces et ses qualités qui sont toutes différentes les uns des autres qui vont arriver à leur fin. Donc, Il n'y j'ai a hâte de rien savoir. d'illégal. Ça, je tenais à le dire parce que, à un moment donné, tu sais, les jeunes veulent pas quand il y a un excavatrice. Tu sais, il faut que tu t'en prennes. Puis le gars qui est dans l'excavatrice, tu veux t'arranger qu'il ne soit pas là, mais tu ne veux pas le. Hein, je ne vais pas faire tirer les jeunes. Donc, les jeunes, pour s'en sortir de leurs affaires, ils ne feront jamais rien d'illégal, mais des fois, des petits interdits. Tu sais, une chaudière de sucre pour noyer le moteur de l'excavatrice, c'est interdit, mais ils sont tout pardonnés quand ils veulent. Donc, vous voyez, je me suis quand même mis une ligne où il n'y a pas de violence. Il y a eu quelque chose de violent parce qu'un meurtre s'était passé avant quand on va découvrir le coupable, mais il n'y aura pas de. Il va y avoir des interdits, donc pas d'illégal. Je tenais à le dire. Merci, Nicolas, d'avoir pris le temps de nous en parler d'un point de vue si personnel aussi. C'est toujours un privilège. On ne peut pas passer à côté quand on a un auteur avec nous. Il faut que l'auteur puisse nous parler de son œuvre. On va changer un peu de genre pour aller vers l'horreur, si vous êtes d'accord. Désolée, Anne, je sais que tu n'aimes pas ça, l'horreur. Mais on a parlé de romans d'horreur cet avant-midi, mais là, je vous amène dans une coche d'horreur un peu plus sordide. Alors, suivez-moi, je vous en prie. J'ai 2 romans dans ce genre, mais qui sont très différents l'un de l'autre. Alors, on commence avec la série La Fuite de Stéphanie Gervais. Ici, j'ai le tome 1. Je crois qu'on est rendu dans la série Apocalypse. Je pense qu'on est rendu à 3 tomes publiés. Alors, contexte de pandémie. Une pandémie s'est abattue sur le monde. Sauf que, quand on regarde les données de catalogage, cet ouvrage-là a été publié au premier trimestre 2020. Alors, dans les données de catalogage, vous avez toujours le dépôt légal. Puis dans le dépôt légal, vous avez le trimestre. Premier trimestre, ça veut dire janvier, février, mars. Le roman a été publié en janvier, février, mars 2020. Je ne sais pas si vous aviez... Moi, j'avais écouté la série Épidémie à TVA avant la pandémie. Puis là, la pandémie est arrivée, puis tu te dis, mais sacrebleu, comment ils ont fait ça? Bien, c'est parce qu'il y a des gens qui savent qu'est-ce qui se passe dans le monde. Bien, c'est un peu ça. C'est que là, il y a eu une épidémie, mais ce livre-là, il a été publié avant que ça arrive. Donc, c'est pas un roman de la vague de romans d'épidémie qu'on est en train de rencontrer. C'était précurseur de ça. Bravo, Stéphanie Gervais, d'avoir fait ça. Soit dit en passant, les tomes subséquents ont été publiés pendant la pandémie. Donc, ça, il y a peut-être un petit... ça a peut-être été teinté de ce côté-là. C'est une épidémie, donc, qui a eu lieu il y a un certain nombre d'années, quelques années. Et là, la Terre a été dévastée. OK, c'est pire là, que ce qu'on a connu, imaginez. La Terre est dévastée. On est vraiment dans un roman survivaliste. La famille Scott se retrouve à vivre dans une colonie de survivants. Il existe sur la Terre différentes colonies. Des colonies de survivants où il y a plus de confort, mettons, ou plus de sécurité.
puis des colonies de survivants où tu ne sors pas vraiment dans la rue parce que tu pourrais te faire attaquer. Je ne sais pas si vous... Ah, c'est un drôle de lien que je vais faire, mais je vais vous faire un petit lien avec... C'est pas la même chose, mais si vous avez lu les chroniques post-apocalyptiques d'une enfant sage de Annie Bacon qui ont été publiées chez Bayard, au début, quand l'enfant sort dans la rue puis que c'est désert, puis qu'elle doit là, se protéger de tout parce qu'en temps de cataclysme comme ça, le moindre petit grain de riz qui reste dans le fond d'un dépanneur est prisé de 50 personnes. On est un peu dans cette ambiance-là. Donc là, il y a eu une épidémie. Les familles sont recluses. Sortir, aller se ravitailler dans un magasin où les vitres ont été défoncées, il faut que tu fasses ça en cachette pour ne pas te faire voir. Puis en plus de la barbarie humaine, il y a des bêtes métamorphosées, menaçantes, qui te guettent au coin de la rue. Alors, contexte de base. Les deux personnages qu'on va suivre, c'est Sophia qui a 14 ans et son frère Philippe qui a 6 ans. Et Sophia va avoir la responsabilité de son jeune frère dans quelque chose qui ressemble à une fuite. Vous me voyez venir? Alors, Sophia habite avec ses deux parents. Pour une raison qu'on ne connaît pas trop au début, le père doit partir travailler quelque part pour protéger sa famille. Ça, c'est ce qu'on sait au début. Et la mère et les deux enfants doivent partir se cacher dans une colonie où il y a plus de confort. Donc, ils vivent dans un milieu dangereux. Soudainement, le père part travailler, puis là, il accède à une colonie avec un petit peu plus de confort. Donc, on soupçonne que c'est peut-être parce que le père s'est sacrifié que la famille peut accéder à un meilleur statut social. Tout ça, je vous avertis, ça va être un petit peu déconstruit en cours de route parce qu'on va se rendre compte à un moment donné que les parents, là, il y avait une petite affaire à voir avec la pandémie en question. Donc, je ne veux pas trop vous en dire. Mais bref, on se retrouve dans un milieu. C'est dur de raconter des histoires comme ça parce que si on en dit trop, là, les gens sont fâchés. Si on n'en dit pas assez, ben les gens sont fâchés. Fait que ça, il n'est pas fâché. Alors là, on se retrouve donc dans cette colonie où il y a un petit peu plus de confort, où la vie va jusqu'à temps qu'un jour, la mère dise à Sophia et Philippe, cette nuit, vous allez devoir fuir. Vous allez suivre un tel qui va vous amener à une porte secrète. Vous allez traverser un corridor jusqu'à temps que vous trouviez une petite lumière. Et du côté de cette petite lumière, vous allez devoir continuer votre quête à l'extérieur dans la nature pour arriver à telle ville où vous allez pouvoir retrouver votre père. Moi, je ne peux pas vous suivre. Et là, vous vous rappelez de cet univers menaçant où il y avait des bestioles menaçantes? C'est là-dedans que Sophia et Philippe vont fuir pour réussir, dans le fond, à arriver à une vie meilleure. Le corridor, il fait noir. Il y a des choses gluantes. Il y a des choses qui chatouillent. Il y a des choses qui frôlent. Puis il y a des choses qui donnent froid dans le dos. Je vais dire ça comme ça. Sortez du corridor. Il y a une nature luxuriante, une cabane avec des personnes qui habitent là, puis c'est drôle, eux autres, ils ont réussi à survivre, puis ils n'ont pas vraiment perdu de poids. On se demande un peu pourquoi. On se demande qui ou qu'est-ce qu'ils ont mangé. Des fois, les êtres humains sont plus menaçants que les bestioles. On va dire ça comme ça. Et il y a un garçon qui habite dans un arbre qui va les prendre sous son aile. Un jeune homme qui va les prendre sous son aile pour les aider à arriver à la ville où ils doivent arriver. Mais lui, tout le tome 1, on ne sait pas si c'est un bon ou si c'est un méchant. Fait qu'on alterne tout le temps pendant la lecture, on se dit « Ah, il va les aider! Oh mon Dieu, il est menaçant! Ah non, peut-être qu'il est gentil! Oh mon Dieu, c'est vraiment pas un gentil! » Puis on ne le sait pas. Le tome 1 fini, on ne sait toujours pas si le garçon qui les a pris en charge, il va leur nuire ou il va les aider. Et c'est ça toute l'intelligence du roman, c'est que tu as le goût de lire le deuxième parce que tu te dis, mais est-ce qu'ils sont entre les mains d'un fou ou est-ce qu'ils sont entre les mains de quelqu'un qui va les aider? Philippe a 6 ans.
Sa grande sœur a 14 ans. Elle voyage donc avec un jeune enfant. Et comme maman d'enfant de 6 ans, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il est gossant, le petit gars. Il est, tu sais, comme un vrai enfant qui a des besoins que c'est pas adéquat pendant qu'on est en train de fuir des monstres. Il chigne. Arrête de chigner, sacrebleu. On vient là de traverser un marécage où on a failli laisser nos 2 jambes et nos 2 bras. Arrête de chigner qu'on n'est pas chanceux d'être en vie. Mais c'est normal. Il y a 6 ans. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça apporte des petites touches d'humour, des petites touches de réalisme aussi pour un adulte qui va lire l'ouvrage, le même ouvrage que les jeunes. Et ça, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. On dit tout le temps, tu sais, il faut lire les livres qu'on fait lire aux ados. Mais quand un ado arrive avec un livre comme ça et qu'il dit hey, moi, j'ai aimé ça, lisez-le. Faites-en la lecture. Allez à la rencontre de leurs intérêts puis de leurs découvertes. Parce que quand vous faites ça, vous leur démontrez qu'ils ont une valeur, puis que leurs goûts ont une valeur, que leurs goûts sont importants. Il n'y a pas juste vous qui peuvent être prescripteurs de lecture. Eux aussi peuvent être des prescripteurs de lecture pour vous. Puis, je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres présentations, mais un des plus beaux souvenirs de lecture que j'ai de mon adolescence, c'est quand on lisait les Annick Poitras et Dominique Demers et Michel Marino à l'école secondaire. Puis moi, j'avais le privilège d'avoir une maman qui lisait les livres. Fait que des fois, elle me disait hey, je l'ai lu, Marie-Tempête. C'est vrai que c'est bon. Puis là, je me sentais comme valorisée parce que là, je me disais ah, mon Dieu, même ma mère a aimé ça. Même ma mère a trouvé de l'intérêt là-dedans. Fait qu'on peut avoir ce rôle-là envers les adolescents aussi, de porter un intérêt envers leur goût, leur lecture, puis de leur démontrer que c'est vrai que leur lecture, ils ont une valeur. Puis des fois, ben justement, les auteurs s'amusent à nous glisser des petits clins d'œil, à nous les adultes, pour qu'on ait du plaisir à poursuivre la lecture, en plus du plaisir adolescent de la lecture. Donc, franchement, survivaliste, inquiétant, des fois dégueulasse. Ça vaut la peine, La fuite de Stéphanie Gervais. Et là, on en a parlé un petit peu ce matin, l'horreur, il y a toutes sortes de styles d'horreur, il y a des choses qui nous font vraiment peur plus que d'autres. Là, je vais vous présenter un livre qui est vraiment dans ma talle en matière d'intérêt pour l'horreur. C'est l'horreur psychiatrique. Ça, moi, ça me fait vraiment peur. Parce qu'on n'est pas à l'abri, personne, de l'horreur psychiatrique. Pour moi, c'est l'horreur qui est peut-être le plus plausible, l'horreur la plus plausible. C'est-à-dire que me faire attaquer par un monstre marin en me promenant en bateau, bon, ça peut me donner des frissons, mais pas tant que ça. Me faire attaquer par un psychopathe dans la rue, ça me fait vraiment peur parce que je me dis que ça peut vraiment arriver. Donc, c'est le type d'horreur qui me fait le plus peur. Je vais vous parler donc de la série L'Asile du Nord de Karine Paquin. Ici, j'ai le premier tome, s'appelle Camille. Et déjà, la prémisse de la série joue sur la faible ligne entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que dès le début du livre, il y a une note. Ça nous dit que c'est une histoire basée sur un fait vécu. Toutes les histoires de la série L'Asile se déroulent à Malartic, une petite ville de l'Abitibi dans le nord du Québec. Cette municipalité est réputée pour son hôpital psychiatrique et pour l'histoire d'horreur qui s'y sont déroulées. Il faut dire que la distance qui sépare cette ville du reste du monde a permis de cacher bien des atrocités. Je le sais parce que j'ai habité Malartic toute mon enfance. J'ai entendu et vu des choses inimaginables, mais les habitants de cet endroit gardent le silence, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils le veulent bien, par fierté, par solidarité, par stupidité peut-être, ou par déni, tout simplement. Depuis que j'ai quitté ma ville natale, je réalise à quel point ce qui se passe là-bas n'est pas normal. On l'appelait à l'époque la ville des fous, et je comprends aujourd'hui pourquoi. Et juste avant, on avait le mot de l'éditeur. Il a été difficile de convaincre Mme Karine Paquin d'écrire cette série. Comme cette dernière est connue en tant qu'auteure jeunesse, elle craignait qu'écrire cette histoire basée sur des faits vécus nuise à sa carrière. Il est donc important pour nous de vous informer que l'auteur se dissocie de toutes ces légendes. Elle n'est que le vaisseau qui sert à les faire voyager et elle n'en porte aucunement la responsabilité. Elle n'a qu'été témoin, malgré elle, d'une réalité jusqu'à maintenant inconnue, mais nous sommes d'avis que vous avez le droit de savoir vous aussi. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? On s'en fout. L'important, c'est d'y croire.
faudrait poser la question à Karine Paquin, mais moi, je ne veux même pas lui poser la question. Je ne veux pas le savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ah, Mélina écrit cette série est vraiment populaire dans mes écoles. Ah oui, hein? Mais c'est ça, c'est la fine. En fait, c'est la proximité avec le réel. C'est la proximité. C'est ça qui est dans l'horreur, à mon avis, dans l'horreur psychiatrique qui est le génie. C'est que ça pourrait être vrai. Puis en plus, on nous place dans un contexte où on nous dit ah oui, c'est vraiment arrivé, c'est vrai de vrai. En plus, regardez, il y a des photos qui sont glissées au travers du texte. Alors, on raconte ici l'histoire de Camille qui joue avec des amis à un jeu de Ouija un soir. Au même moment où la petite pointe là, se met à gigoter sur le jeu, sa grand-mère, qui est à l'hôpital, décède. Et là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, c'est sûr que les entités se mélangent, là, puis push, 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 ça fait des esprits. Là. C'est sûr que ça arrive comme ça. Tu joues à Ouija pendant que quelqu'un meurt. C'est sûr que ça. C'est bien pire que d'appeler à un numéro de téléphone pour entendre une voix. Ouija, c'est pire que ça. Et là, Camille commence à reproduire des comportements que sa mère avait. Des comportements de schizophrénie, d'hallucination. Elle va se gratter jusqu'au sang. Elle va faire preuve de violence envers elle-même. Mais évidemment, dans la narration, on nous laisse toujours comprendre que c'est parce qu'elle voit quelque chose. On est vraiment sur la ligne entre est-ce que c'est un symptôme de schizophrénie, donc un trouble psychiatrique, ou est-ce que c'est vraiment le démon qui est entré en elle et qui essaye de la posséder. Il va y avoir une situation où, parce qu'elle est possédée, elle va avoir des relations sexuelles, disons, non protégées, on va dire ça comme ça. Tomber enceinte. Tomber enceinte du démon, c'est jamais bon. C'est jamais une bonne idée. Rituel d'exorcisme. Bref, vous comprenez un peu dans quel univers on se retrouve. On est dans l'horreur où il y a quelqu'un qui est possédé puis il faut l'exorciser. Évidemment, il y a quelqu'un dans le village qui est habitué parce que sa mère elle a été malade puis ce quelqu'un-là a voulu sauver sa mère. Ce quelqu'un-là, la dame du village qui peut exorciser des gens, elle voulait sauver la mère de Camille, mais le père s'était opposé parce qu'il ne croyait pas à ça. Et là, quand il voit que sa fille commence à reproduire les mêmes comportements, commence à être médicamentée, mais que ça n'aide pas sa cause, il va accepter de participer à l'exorcisme de sa fille. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne marche pas tout le temps, les exorcismes. Des fois, les démons sont plus forts que les madames qui font les exorcismes. Je vais vous lire un petit extrait pendant l'exorcisme. Après avoir répété ses recommandations à tous, Mme Langelier annonce qu'il est temps de passer au salon et de commencer. Allons-y, Camille a besoin de nous. Elle saisit une cage posée sur le comptoir de la cuisine dans laquelle se trouve une tourterelle et la pose à l'intérieur du cercle. Puis, tous se prennent la main afin de former un second cercle à l'extérieur du cercle de sel. La vieille femme chuchote. À mon signal. 1, 2, 3. Le groupe s'avance afin de pénétrer à l'intérieur du cercle de sel. Immédiatement, le corps de Camille se raidit. Son dos se soulève en formant un arc, si bien qu'elle a l'air de se contorsionner. Marcel explique. Marcel, c'est le monsieur qui aide Mme Langelier pour les exorcismes. Il sait que nous sommes là. Puis, Mme Langelier prend la parole. Esprit d'un autre monde, nous sommes réunis pour t'ordonner de quitter le corps de Camille Turcotte. Sa vie ne t'appartient pas et nous la protégerons de ton emprise. Quitte maintenant le corps de cet enfant, nous te l'ordonnons. Le corps de Camille s'assouplit et reprend sa position originale au sol. Victor se demande si ce n'est pas déjà terminé. Puis, Camille s'assoit en tailleur, la tête complètement penchée vers le sol. Son doigt gratte le plancher. Ses épaules sautillent tout un coup. Et tout à coup, elle se met à rire à gorge déployée tout en basculant la tête vers l'arrière. Puis, la jeune fille s'arrête subitement. Ses yeux malins et sournois se tournent vers Victor et elle dit « Jamais! » Hey, ça m'a rappelé un souvenir. Voulez-vous que je vous raconte? Ça n'a pas rapport. Je vais vous raconter un souvenir. Mais vous allez voir, avec mon souvenir, quel genre d'adolescent ça peut intéresser un ouvrage comme celui-là. Je pense qu'on était en secondaire 2. C'était mon anniversaire.
Puis on avait décidé de faire de la magie blanche, parce que quand même, c'était moins dangereux que de la magie noire, la magie blanche. Puis là, moi, j'étais dans un collège de filles, fait que toutes les chums de filles de mes amis étaient là. C'était juste des filles. Mais ma mère, elle aimait les canards. Fait que quand j'étais plus jeune, Nico, tu ne l'as jamais entendu celle-là. Quand j'étais plus jeune, là, avant mon adolescence, mon frère et moi, à un moment donné, pour la fête des mères ou sa fête, on y avait offert, ça a été la mode un temps, un téléphone en forme de canard qui faisait coin, 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 coin quand il sonnait. Et la fois qu'on a fait de la magie blanche, on était tous en cercle, là, les filles avec une chandelle autour de la table du salon. Puis là, t'es là, esprit, esprit, si tu es là, fais un signe. Esprit, si tu es là, fais un signe. Esprit, coin, 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 coin. On a tellement eu peur, là. Ben, c'est ça. C'est ces petites filles-là qui font esprit, si tu es là, fais un signe à leur fête de 14 ans, en deuxième secondaire, qui se font surprendre par un canard puis qui en parlent encore rendu presque à 40 ans. C'est ces petites filles-là qui vont avoir le goût de découvrir l'exorcisme de Camille dans l'Asile du Nord. Voilà pour l'anecdote. Une nouvelle anecdote à ajouter à notre série d'anecdotes, Nico. Je suis contente de savoir qu'on peut encore se renouveler. On va poursuivre. Donc, je vais quitter le roman d'horreur. Il nous reste encore un peu de temps pour parler de romans miroirs. Nicolas, tu en avais un qu'on pourrait associer au roman miroir. Je ne sais pas, il est peut-être un peu plus jeune, fait que je te laisserai commencer avec celui-ci, puis après ça, je vais poursuivre avec ceux qui s'adressent à un public un petit peu plus vieux, si tu es d'accord. Oui, puis jeune, mais pas tant. Alors, la série s'appelle Le Refuge. Puis là, oui, c'est moi qui ai lu ça. Le Refuge de Sandra Verliou. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre des jumelles. Béatrice, c'est quoi le nom de l'autre? Justine. Et toute leur vie, elles ont fait l'école à la maison. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, je trouve. Mais ça existe. Puis les jeunes qui font l'école à la maison, ils lisent aussi. Puis des fois, c'est juste bon à savoir que, bon, ils font l'école à la maison. Ils viennent d'apprendre que c'est la dernière fois parce que là, c'est le début de l'été. En septembre, elles intègrent un collège normal et puis elles vont suivre un cours normal. Elles ont très peur parce que l'école à la maison, eux, ils le faisaient dans quelque chose qui s'appelle le refuge et c'est un refuge animalier tenu par leurs parents. Moi, si on m'avait fait l'école à la maison dans un refuge pour animaux, j'aurais été heureux, mais vous n'avez pas idée. En fait, ça aurait été long avant que j'apprenne 2 plus 2 parce que j'aurais été trop distrait. Toi aussi, tu serais devenu biologiste. Finalement, on n'aurait jamais fondé Pouce Carré parce que les deux, on serait devenus biologistes. On aurait fait plein de choses. Mais la rentrée scolaire, c'est dans 2 mois. Cette année, le refuge décide, les parents des jumelles décident d'engager des jeunes stagiaires. Qui sont ces jeunes stagiaires? Et puis là, on vient dans la douane, les amis. Alors, Chloé, leur cousine, Isaac, le fils du vétérinaire, et Ralph et Max, 2 étudiants de leur future polyvalente, qui ne les laisseront pas indifférentes. Et le livre, avant que je vous en parle un peu plus, je veux vous montrer que c'est quand même écrit « Garçons inclus ». Parce que, puis ça, je trouve ça chouette parce qu'en effet, il n'y a pas que des filles. Et je vous lis, OK, là, on va parler d'animaux, on va parler d'amour, on va parler de, c'est quoi? Le stress d'avoir fait l'école à la maison, puis ça, c'est bien ficelé parce que tu rentres dans une foule, puis à tous les jours, tu vas dans une foule, mais toi, tu es habitué à faire les leçons. Tu sais, des fois, le silence, mais là, il va tout avoir des bruits. Il va falloir que tu adaptes ton apprentissage autrement. Mais évidemment, c'est l'été. C'est la saison de l'amour. Et le titre du premier s'appelle « Tout ça à cause d'un lapin ». Béatrice, une des jumelles, avait regagné son poste au comptoir d'accueil. Tandis qu'elle classait les différents papiers, elle vit une voiture s'immobiliser et un couple de personnes âgées en sortir avec difficulté. Ils transportaient avec eux une petite cage. « Bonjour », leur dit gentiment Béatrice, « est-ce que je peux vous aider? » On l'a trouvé derrière la maison. « Mais c'est un lapin. »
Je pense qu'il s'est cassé la patte, dit l'homme. Il est mal en point. Vous avez bien fait de nous l'amener, on va s'en occuper. Béatrice prit doucement la cage dans laquelle l'aimable couple avait déposé le lapin. La couverture qu'ils avaient pris soin d'y insérer montrait bien qu'ils avaient à cœur le confort de la petite bête. Au premier coup d'œil, Béatrice constata que la patte arrière du lapin était effectivement fracturée. Je vais appeler mon père et le vétérinaire l'examinera, dit Béatrice. Lorsque sa santé le permettra, on va le relâcher dans la nature. C'est pour ça qu'on vous amène toujours les animaux blessés qu'on trouve. Vous faites un travail exemplaire, lui dit la vieille dame en tapotant sa main. Béatrice sourit et prit le lapin. Elle le déposa dans un petit enclos derrière le comptoir d'accueil et redonna la cage au couple qu'elle salua avant d'appeler son père avec le radio-émetteur. Son père s'en vient. « Papa, je suis certaine que le lapin n'a pas de cassé, tu dois tellement souffrir, pauvre petit. » Puis là, avant que son père puisse arriver, l'autre, il dit, c'est vrai qu'il fait pitié. Là, Béatrice, elle se retourne parce qu'elle pensait qu'elle était toute seule, le couple est parti. Et c'est Max, un des 2 stagiaires, qui va être dans sa polyvalente à partir de septembre. Il dit, j'ai appelé mon père. Il dit, je sais. Il m'a dit de venir voir ce qui se passait et de t'aider si possible. M'aider? Moi? Mon père veut que toi, tu m'aides avec un lapin blessé? Je sais-tu, moi, il m'a dit, va voir Béatrice, elle va savoir quoi faire. Béatrice. C'est la première fois qu'elle entendait son nom prononcé par Max. Elle esquissa un sourire à la tasse, elle s'en met encore mieux. D'accord, s'entendit-elle répondre. On va appeler Marc, le père d'Isaac, c'est le vétérinaire du refuge. Tu crois que tu peux le faire? En attendant, je vais aller chercher le nécessaire pour immobiliser sa petite patte. Max prend le numéro que Béatrice lui tend. Lorsque Béatrice revient quelques minutes plus tard, arrête de rire, Nicolas. Il l'a mis au courant de son échange avec le vétérinaire. Il dit qu'il va passer ce soir. Elle a dit « Oups ». Puis là, c'est là qu'elle dit « C'est peut-être moi qui aurais dû faire la job parce que, elle n'a pas donné tous les détails. Elle dit « C'est trop long ce soir, là, le lapin. » Mais ça, il n'avait pas dit que tu dis comme « Bon, quoi, c'est pas correct? Tu veux que je te rappelle? Il fallait que j'insiste pour qu'il vienne maintenant. Non, 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 ça va. C'est juste que le lapin souffre. Puis j'aurais aimé que Marc vienne plus tôt, vienne m'aider. » Puis là, Max, il a su. Puis là, puis elle cajole le lapin pendant qu'elle rappe la patte du lapin. Puis Max, il dit, tu parles toujours comme ça aux animaux? Ben, il dit, ça les calme. C'est parce que ta voix est douce. Sa voix? Douce? Pourquoi lui avait-il dit ça en la regardant de ses yeux bleus? Complètement déstabilisée par la phrase du jeune homme, elle continua nerveusement le pansement du lapin. « Tu as les yeux bleus, lui dit-elle sans le regarder. »« Ben oui, dit-il en la dévisageant, c'est assez évident. C'est juste que je trouve ça bizarre avec tes cheveux bruns super foncés, on voit pas ça souvent. Tu trouves mes yeux bizarres? Ben pas bizarres, mais c'est qu'ils sont de la même couleur que ceux du lapin. Tu sais ce que ça veut dire, des yeux bleus chez un lapin? » Là, j'arrête là et l'été se poursuit. Donc, à travers des crushs, puis se cruiser, mais en prenant soin d'animaux et en se préparant psychologiquement, les jumelles vont vivre plein de nouvelles émotions. Et si vous pensez, un lapin qui est blessé, ben, ils disent on veut le retourner dans la nature, mais une fois que la patte va être guérie, alors autant que pour un lapin, ça prend un temps d'adaptation pour aller mieux, ces 2 jumelles-là, ça va leur prendre l'été au complet pour se préparer au nouveau monde qui va s'offrir à elles. Mais tu as montré l'ado du livre, j'adore ça, je te lis la fin. T'inquiète, ça va aller. La fin de l'été, fait que les stagiaires ils ont fini leur semaine, puis là, l'école va commencer. Donc, au moment où les jeunes s'apprêtent à retourner à leurs tâches, le père, Sébastien Valois, se souvient qu'il avait oublié de leur dire une dernière chose. « Ah, j'oubliais! Les jeunes, j'ai tellement aimé avoir des étudiants au refuge que j'ai décidé de m'associer au cégep Laverdière pour le cours de technique en santé animale. » Justine, l'autre jumelle, dit « Tu vas aller enseigner au cégep? » Il dit « Non, non, non. Les étudiants doivent faire un stage à l'automne. 3 d'entre eux viendront le faire auprès des animaux du refuge. Ils passeront toute leur journée ici.
Toutefois, ils ne dormiront pas au refuge comme vous, mes filles, parce que les bâtiments ne sont pas isolés. Ah, c'est une belle nouvelle, remarque Béatrice, on n'a jamais trop d'aide au refuge. Tu as raison. Et comme toi, tu resteras ici, tu seras responsable des étudiants les après-midi, qui dit à Béatrice. Ben, ça va me faire plaisir. En plus, je pense que tu connais l'un des stagiaires qui s'en vient. Joshua Taylor Gagnon, ça te dit quelque chose? Son père était mon fournisseur il y a quelques années. Ils avaient déménagé aux États-Unis. Il faut croire qu'ils sont revenus. Le cœur de Béatrice avait cessé de battre. Josh, parce qu'il avait parlé de Josh Taylor Gagnon, son premier amour, qui revenait au refuge. Justine, elle regarde sa sœur jumelle, elle regarde son père, elle regarde sa sœur, elle comprend sa sœur jumelle, elle regarde son père, elle dit Josh, t'es sûr? Là, il y a quelqu'un qui fait ça sur l'épaule de Justine, puis il dit c'est qui ça, Josh? Et c'est Max qui pose la question. Et Justine dit ben, le premier grand amour de Béatrice, Max, elle t'en a jamais parlé. Béatrice lança un regard noir à sa sœur. Décidément, l'automne allait être mouvementé au refuge. À suivre. Ça finit vraiment comme un épisode d'une série Netflix pour ados. L'autre, il engage le stagiaire, c'était son premier amour, qui revient au refuge. Son nouveau chum, Max, il est là parce qu'on se doute que, regarde les deux qui ont les yeux bleus, puis le lapin, c'était sûr que c'était pour arriver. C'est bien écrit parce qu'on aborde l'enseignement à la maison. On aborde, oui, des réalités, mais des réalités d'été, c'est souvent léger, quoique quand c'est dramatique, ça l'est vraiment. Parce que c'est soit que ça va super bien, soit que ça va super mal. Donc, l'autrice, pendant, elle a vraiment réussi à aller chercher ce ton-là, se mettre au niveau des jeunes qu'elle vise avec son livre. Sachez que c'est aussi l'autrice, elle est enseignante, c'est aussi l'autrice d'une série qui s'appelle l'Académie des sources. Académie des sources, ça c'était un des tomes, je vais juste vous le montrer, mais juste pour vous informer que l'éditeur et Cyprien a décidé de mettre les 2 premiers chapitres du tome 1 de son autre série à la fin du livre. Ça, c'est chouette pour un jeune. Vraiment, quand le jeune s'y attend pas, puis il pense que le livre est pas. Puis là, le livre est fini, mais il reste des pages que. Là, c'est une belle surprise des fois parce qu'ils ne lisent pas d'avance. Voilà pour ce qui est du refuge. Et puis, des lectures chouettes, légères, mais qui abordent quand même des thèmes avec drama quand il faut, mais juste ce qu'il faut. Alors. Les romans de premier emploi, moi, je tripe là-dessus. Je ne sais pas, il y a une atmosphère, une émotion, un genre de liberté, une découverte de la vie adulte. En plus, là, les sensations, les émotions, les amours, les premiers emplois, les premiers stages, les premières libertés, l'été. Pour moi, c'est comme j'en ai parlé tantôt, les romans de camp de vacances. Là. C'est un peu le même esprit. C'est la vie à l'extérieur de la famille. C'est un peu ça aussi, des fois, qui transparaît là-dedans. Ben, là, on est dans une famille, mais quand même première autonomie, peut-être. Merci, Nico, de nous avoir fait vivre ces émotions. Ben, bienvenue au refuge. Grâce à Sandra Virili. Je vais conclure. Il nous reste une dizaine de minutes. Franchement, ça va être plus rapide, mais on ne peut pas passer à côté de ces romans pour adolescents qui sont plus vieux. Notamment, je veux vraiment avoir le temps de vous parler d'une collection naissante. Il y a quelques tomes qui sont parus jusqu'ici, qui est la collection Nuances. Donc, toujours aux éditions Boomerang. Vous avez ici Hashtag Consentement de Stéphanie Deslauriers. Et ici, vous avez Dans le ventre d'Alice d'Émilie Rivard. Si vous avez suivi nos journées d'hier, Émilie Rivard et Stéphanie Deslauriers, on vous les a présentés avec des romans pour les plus jeunes ou des albums pour les plus jeunes dans la même maison d'édition. La série Nuances, c'est une série qui aborde des sujets spécifiques, mais contrairement à d'autres séries qui existent, la spécificité de cette série à sujet, c'est que vers le milieu ou le tiers du roman, on arrive à
un carrefour. On va appeler ça comme ça. Un carrefour. Dans le ventre d'Alice, Alice tombe enceinte de son meilleur ami qu'elle pense qu'il va devenir son chum. Première relation sexuelle avec lui, paf, elle tombe enceinte. Le carrefour, qu'est-ce qu'elle fait avec l'enfant? Et là, il y a les deux fins ont été écrites. Alice décide de garder l'enfant. Donc, on a le premier choix qui fait... des fois, les deux choix n'ont pas la même longueur. Là. Ils n'ont pas... donc, ici, premier choix, Alice a décidé de garder l'enfant. Deuxième choix, Alice va décider de se faire avorter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas un moment où tu dis « Ah, oh, mon Dieu, qu'elle n'a pas fait le bon choix. Ah, elle aurait dû prendre notre décision. » Ça appartient à chacun. Chacun est maître de penser, de déterminer si Alice a pris la bonne décision. Par contre, dans le choix où elle décide de conserver la grossesse, de garder l'enfant, Alice, et ça, il faut le savoir, va être victime de beaucoup d'intimidation de la part de ses pairs à l'école. Donc, il y a beaucoup d'intimidations qui vont avoir lieu. Il y a même, à un moment donné, elle va trouver devant chez elle quelqu'un qui a fait une mauvaise blague en mettant Attendez, c'est-tu dans le premier choix? Non, c'est dans le deuxième choix. C'est quand elle va se faire avorter. C'est dans le choix où elle décide de ne pas garder l'enfant, où elle va être victime de beaucoup d'intimidation de la part de personnes qui sont pro-vie. Et elle va même retrouver devant chez elle une espèce de fœtus angelo, on pourrait dire ça comme ça, là, angelo rouge qui a été lancé devant sa porte. Donc, il peut y avoir une violence assez grave là, qui va s'installer, mais il n'y a pas un moment où tu te dis elle n'aurait pas dû prendre cette décision-là. Dans les deux cas, dans les deux scénarios, les choix sont respectés, disons, par l'autrice et on va aller jusqu'au bout de cette aventure-là puis voir, en fait, c'est le principe du battement d'aile du papillon. Là. À partir du moment où j'ai pris cette décision-là, la vie a pris telle ou telle tournure. C'est aussi l'idée de... J'ai voulu faire ça dans une présentation ce printemps, puis j'ai parlé du film Run, Lola, Run, puis là, je me suis rendu compte que personne n'avait jamais vu ce film-là à part moi. Peut-être qu'il y a des gens, il y a des gens qui hochent la tête, merci. Le film Run, Lola, Run, c'était vraiment bon. C'était un VHS à l'époque, je ne sais pas si ça existe dans une nouvelle version, là, mais c'est un film qui, sûrement, là, j'ai le nez qui pique, excusez-moi. C'est un film où la même prémisse commence, puis il y a trois scénarios différents qui s'enchaînent un après l'autre. Mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Là. Je pense qu'à un moment donné, la fille a réussi à prendre le métro. Une autre fois, elle ne réussit pas à prendre le métro. Donc, elle manque le métro. Puis là, il y a trois scénarios qui vont être très différents à cause d'un petit élément qui change. Donc, ça, c'est pour Dans le ventre d'Alice. Et ensuite, Stéphanie Deslauriers a écrit #consentement. Et là, puis moi, je me demandais comment ils vont mener cette histoire-là. Parce que est-ce que le choix va être au moment de consentir ou de ne pas consentir, ou est-ce que le choix va être au moment de dénoncer ou de ne pas dénoncer? Et ils ont choisi d'établir le moment de rupture. Prémisse de base, la jeune fille qui est le personnage principal qui s'appelle Juliette. Il y a un gars à son école qui s'appelle Nico, avec un K. Nico, c'est la coqueluche de l'école. Et tout à coup, Nico il est un peu plus vieux, il y a 1 an de plus, il se met à s'intéresser à elle. Elle est flattée, elle est contente, elle est charmée. Elle n'en revient pas, mon Dieu, Nico qui est amoureux d'elle. Elle va à un party avec lui. Il y a souvent un comportement où, dans le fond, tu sais, elle essaie de dire que c'est pas grave, mais finalement, il y a aussi l'air de s'intéresser à d'autres filles en même temps. Il y a aussi l'air d'avoir d'autres relations. Mais tu sais, elle va toujours mettre de côté ces éléments-là, là, tous les éléments qui sont comme des alertes. Là. À la fête, elle consomme drogue et alcool. Et là, à un moment donné, elle veut rentrer chez elle parce qu'elle ne se sent pas bien. Et il lui dit, viens avec moi dans ma chambre. Et c'est dans l'escalier que le carrefour va avoir lieu. Dans un des choix, elle monte dans sa chambre avec lui.
Et non seulement elle monte dans sa chambre avec lui, mais il va abuser d'elle et la filmer. Et dans la deuxième situation, elle rentre chez elle et il va abuser d'une autre fille et la filmer. Et là, les deux scénarios qu'on a, c'est d'une part son histoire d'horreur à elle, là, qui se retrouve avec des images sexuelles d'elle sur le net. Puis dans l'autre histoire, elle est témoin de cette autre fille-là qui a été victime d'agression de sa part. Dans les deux cas, c'est habilement ficelé. Il va y avoir un groupe de résistantes qui va partir un mouvement qui va ressembler vraiment au mouvement #moi aussi, avec des pages un peu comme il y a eu des pages qui étaient sorties, là, dénonce ton porc, dénonce ton agresseur. Là. Donc, ces jeunes filles-là vont partir un mouvement de dénonciation dans les deux scénarios. Autant quand c'est elle la victime qu'en soutien à une autre fille qui a été victime de ce garçon-là. Et dans les deux cas, les jeunes filles vont finir par dénoncer à la police la situation qui a été vécue. Puis, c'est un roman qui donne espoir en la dénonciation. Parce qu'il y a ça aussi, hein, on sait que dans l'époque où on est, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas dénoncer parce qu'ils pensent que ça ne servira à rien. Puis malheureusement, la justice a parfois donné raison à cette pensée-là. C'est-à-dire que ça arrive de dénoncer puis qu'il n'y a pas de retombée. Là. Mais là, dans ce cas-ci, c'est quand même un roman qui donne espoir aussi en la justice et en la dénonciation. Fait que vraiment, c'est super intéressant d'avoir ces deux branches-là. Puis le tronc commun est assez long. On pourrait séparer le groupe en deux puis faire lire le premier choix à un groupe, le deuxième choix à un autre groupe qui compare leur lecture. On pourrait faire lire les deux choix aux deux groupes et après ça, organiser un débat sur les décisions qui ont été prises. Donc, il y a beaucoup de discussions qui peuvent être soulevées grâce à ces ouvrages-là. Comparativement à d'autres livres qu'on vous a présentés aujourd'hui, c'est vraiment des livres plus vieux. C'est vraiment des livres pour un lectorat plus âgé. Là, on est plus vers la fin du secondaire que le début du secondaire. Mais c'est une collection qui assurément va plaire. Comme d'autres collections à thématiques spécifiques plaisent beaucoup, c'est une collection qui va dans cette veine-là. Puis il me reste 3 minutes juste pour vous montrer un livre parce que ce n'est pas une nouveauté, c'est une réédition d'un livre de Mary-Lou Addison qui s'appelle Eclipse, qui est publié dans la collection B16 chez Boomerang, donc une collection pour les jeunes de 16 ans et plus. Vous voyez aussi à l'endos. Et c'est un roman avec une alternance de narration. On suit les destins de deux jeunes filles. Une des jeunes filles est un enfant, je veux dire un enfant de la DPJ qui se promet de famille d'accueil en famille d'accueil et qui se retrouve finalement à habiter dans un village chez une vieille dame, découvrir un nouveau milieu scolaire. Cette vieille dame-là, elle est taciturne, elle parle peu, elle est assez bête, mais elle va se révéler à être une femme avec un grand cœur puis avec un accueil formidable pour elle. Une des raisons pour laquelle elle est aussi bête, c'est parce qu'elle a des cataractes et elle ne voit rien. Fait que dans le fond, elle n'est pas si bête que ça, c'est juste qu'elle ne voit vraiment rien. Puis l'autre jeune fille qu'on suit subit des agressions sexuelles à la maison de la part de son beau-père, va faire une tentative de suicide. À l'hôpital, un des préposés aux bénéficiaires étudiants qui est là va s'intéresser à elle, puis essayer de la prendre sous son aile, puis il tombe carrément amoureux d'elle, il la prend sous son aile, puis il veut la sauver. Malheureusement, pour cette jeune fille-là, les agressions à la maison ne cesseront pas. On suit ces deux histoires-là en parallèle, puis ça prend jusqu'à la fin du roman pour comprendre ce qui les unit. L'intelligence de la narration, c'est que c'est deux histoires qui se passent à des époques différentes. Donc, la jeune fille, je vais vous le dire. Est-ce que je vous le dis ou je ne vous le dis pas? Bon, faites signe que oui. La jeune fille qui subit des agressions sexuelles et qui va être prise sous l'aile d'un homme, d'un garçon, malheureusement, elle va s'enlever la vie à la fin du roman. On va réaliser que c'était la fille de la vieille femme. Et la vieille femme avait fermé les yeux sur les comportements de son conjoint à l'époque. Donc, il y a toute cette culpabilité-là, cette douleur-là, mais c'est quelqu'un qui
on va vraiment comprendre que l'homme en question, là, c'était son pouvoir de manipulation qui a fait en sorte aussi qu'elle ne pouvait pas dénoncer. Et le jeune garçon qui prend la jeune fille sous son aile, c'est le travailleur social de la jeune fille qui est amenée chez la vieille dame. Donc, c'est vraiment dans les dernières pages que toute cette mayonnaise-là prend, là, puis que là, tu comprends, puis ça donne envie de le relire. Tu as fini, puis tu dis « Oh, faudrait que je le relise dès le début » pour revoir tous les liens qui unissent ces deux histoires-là. Je l'ai lu 2 fois, c'est vraiment très bien écrit. Ils ont bien fait de republier ce texte-là de Mary Lou Addison qui aborde, Mary Lou Addison déjà qui est une autrice qui a écrit plusieurs romans là, et qui aborde des sujets graves et des sujets importants. Donc, des belles découvertes pour les adolescents, vraiment. Boomerang est en train de diversifier ses publications et c'est très heureux de voir l'ensemble des propositions, autant pour les plus jeunes, celles qu'on a présentées hier. Si vous n'étiez pas là, vous pourrez écouter la rediffusion, que pour les plus vieux qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. J'ai dépassé un petit peu. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne pause. On va se retrouver à 15 heures avec notre dernière présentation. Et on a déjà hâte de vous revoir et de vous présenter les livres de 15 heures à 16h30. À tout de suite.